Aujourd'hui, l'Europe compte 27 États. Combien demain l'Ukraine sera-t-elle la prochaine sur la liste ? Les pays des Balkans, comme l'Albanie ou le Monténégro, sont aussi en première ligne, quand cela semble s'éloigner pour la Géorgie ou la Turquie. Face au retour des empires américains, russes et chinois, quelle politique de voisinage pour l'Union européenne ? Pour notre invité du jour, l'Europe s'embourbe dans des illusions perdues. Elle est à la fois dépendante, otage et proie, titre d'un livre sorti il y a quelques semaines aux éditions L'Harmattan. Bonjour Pierre Mirel. Bonjour. Vous êtes conseiller au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Vous avez travaillé pendant de très nombreuses années à la Commission européenne, notamment sur les politiques d'élargissement, et vous avez aussi enseigné ces politiques d'élargissement à Sciences Po Paris. Alors l'Europe dépendante, otage et proie, c'est donc le nom de votre livre. Avant de détailler ces trois termes, le point de départ de l'ouvrage, c'est le 24 février 2022, 6h du matin, le début de l'invasion russe de l'Ukraine. En quoi, pour commencer, c'est un symbole pour vous de l'échec de la politique européenne de voisinage ? C'est un symbole parce que la politique de voisinage a mis l'accent sur les nouveaux voisins de l'Est après le grand élargissement de 2004 et en particulier l'Ukraine, Moldavie, Géorgie, auxquels on a offert un accord d'association très particulier qui était une sorte de, appelons-le de compromis entre ceux qui voulaient que l'Ukraine devienne déjà candidat à l'adhésion et ceux qui n'en voulaient pas. Donc c'est un compromis entre les deux. Et donc c'est emblématique de cette nouvelle politique de voisinage. Et en fait, 2022, c'est le point de départ, on devrait dire 2014. Puisque c'est 2014 qui marque la première rupture sur l'Ukraine dans la politique de voisinage. Avec l'invasion de la Crimée, c'est ça, à ce moment-là. Crimée, Donbass, qui faisait suite à la révolution de Maïdan, révolution de couleur, a dit M. Poutine, après le refus du président d'Ukraine, Yanukovych, de signer justement l'accord d'association qui a déclenché le mouvement de Maïdan. Mais je dois dire que, et ça c'est un point dans mon livre, moi je pose la question, je n'ai pas vraiment de réponse, l'histoire le dira peut-être. Je me demande si cet accord d'association n'est pas allé trop loin, parce qu'il va très loin, politiquement, économiquement, il a conduit à une rupture pratiquement du commerce entre la Russie et l'Ukraine, c'est quand même extraordinaire. Ou plutôt, peut-être ne va-t-il pas trop loin, mais en 2014, quand la Russie a réagi, l'Union n'a pas eu l'unanimité, la volonté et les capacités de réagir. Elle n'a rien fait. Pourquoi elle n'a rien fait ? Parce qu'il n'y a pas de politique étrangère, parce que l'Union est divisée, parce qu'on a pensé sans doute que peut-être, et ça c'était surtout la position de l'Allemagne, qu'on pouvait s'entendre avec Poutine, d'où les accords de Minsk I puis Minsk II. Mais c'est là mon point fondamental dans le livre, sur cette politique, mais aussi les relations avec la Turquie, mais aussi les Balkans. On y reviendra. Je veux dire que dans cette période 2003, 4, 5, qui était pleine d'espoir, après la chute du mur de Berlin, démantèlement de l'Union soviétique, etc., il y avait une sorte de croyance magique, que démocratie libérale, économie de marché, avec les normes, le soft power de l'Union, tout ça, ce que j'appelle moi le consensus de Bruxelles, allait rayonner de façon presque naturelle sur le continent. Et là, boum, gros choc. Ben oui, gros choc, mais il n'y a pas de réaction. Des condamnations, quelques sanctions, mais pas du tout à la hauteur de ce qui venait de se passer. Alors on l'a compris, Pierre Mirel, vous n'êtes pas tendre avec l'Union européenne. Il y a donc ce triptyque qui commence par le mot de dépendance en particulier évidemment envers les États-Unis. À quel point nous sommes devenus aujourd'hui dépendants des Américains ? Nous sommes dépendants, pas totalement, mais presque en matière stratégique, en matière militaire. Des États-Unis à travers l'OTAN, bien sûr, aussi à travers l'armement américain. Le fameux F-35, il équipe tout de même très armé de l'Union européenne. Mais ça va bien au-delà, parce qu'on voit généralement la dépendance militaire, mais en fait, nous avons confié aux États-Unis, aux entreprises américaines, nos cartes de crédit, nos flots de données numériques. Donc on a une grande dépendance stratégique, économique, et numérique. Alors il y a aussi une interdépendance économique. Il ne faut pas non plus penser qu'on est complètement, on est interdépendant dans certains domaines. Mais la dépendance l'emporte pour moi largement sur l'interdépendance économique. Et quel avenir pour vous doit avoir l'OTAN ? Vous en parlez un moment dans le livre, dans ce contexte de tension avec les États-Unis et donc de dépendance, vous l'avez dit, notamment sur les questions militaires.
Moi, je ne suis pas un expert militaire, donc je ne m'aventurerai pas à parler de l'avenir de l'OTAN. Par contre, ce que je vois, c'est un avenir pour l'Union européenne dans l'OTAN. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est facile de dire on doit créer une défense européenne, etc. Oui, d'accord. Mais tout ça, ça implique que les états-majors aient l'habitude de travailler ensemble, qu'il y ait une logistique, qu'il y ait un partage d'expérience. Ça existe. C'est dans l'OTAN. Et donc, ma position, mais c'est pas la seule, enfin, je reprends en fait la position d'expert militaire, c'est de dire plutôt que de créer quelque chose ex nihilo, qui va demander très longtemps, utilisons ce qui existe au sein de l'OTAN, entre les Européens, pour créer ce pilier européen au sein de l'OTAN. Alors ça, c'est pour la dépendance donc envers les États-Unis. Avant de parler du terme d'otage que vous définissez comme étant celui de l'Union européenne envers la Russie, vous parlez de l'Europe comme d'une proie pour la Chine. Comment ça se matérialise, le fait que l'Europe, aujourd'hui, soit une proie pour la Chine ? Alors l'Europe est doublement proie pour la Chine, ou plutôt on devrait dire pour les entreprises chinoises. C'est pas Pékin en tant que tel, même si Pékin est derrière la plupart de ces entreprises. Mais d'une façon double, à la fois sur le territoire de l'Union européenne, on voit bien le déficit commercial qui est gigantesque avec la Chine et qui s'accroît chaque année. Et dès que l'Union européenne veut prendre des mesures, les Chinois crient au scandale, à la discrimination, etc., alors qu'eux pratiquent des subventions et autres depuis plusieurs décennies. C'est à la fois donc sur le territoire de l'Europe, mais surtout dans les voisinages. Et c'est ça ce qui m'a intéressé dans ce livre, de regarder dans les voisinages que font les Chinois, quelle est leur position. Et c'est une irruption spectaculaire de la Chine. En quelques exemples, globalement, qu'est-ce qu'ils font et en quoi leur influence progresse dans ce voisinage ? Alors en Géorgie, par exemple, l'influence économique énorme, où la Chine considère que la Géorgie est un point d'aboutissement d'une ligne de chemin de fer, peut-être d'autoroute, venant directement de la Chine jusqu'en Géorgie, et qui peut lui permettre de diversifier ses lignes de transport. Le chinois est devenu une langue obligatoire dans les écoles géorgiennes. C'est incroyable, quand même. Et dans le même temps, la Géorgie est aussi assez dépendante, en tout cas le pouvoir est assez pro-russe. Ah oui, absolument. Oui. Mais pour poursuivre sur les exemples peut-être de la Chine, moi ce qui m'a frappé, c'est surtout dans le voisinage sud, où traditionnellement, depuis les années 90, avec l'Europartenariat établi à Barcelone en 95, l'Europe s'était assurée de relations, disons, amicales, traditionnelles, commerciales très fortes, notamment à travers la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin les partenaires traditionnels au Maroc, en Tunisie. Et là, c'est un bouleversement incroyable, une irruption spectaculaire. La Chine fait la chose suivante. Elle arrive en Tunisie et elle dit qu'est-ce que vous souhaitez ? De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous besoin ? Alors, les Tunisiens, on a besoin, on voudrait créer un centre de formation pour les diplomates africains. Très bien, on vous le donne. Et ils ont construit ce centre. Au Maroc, en Tunisie, en Égypte, les Chinois ont construit des stades, des mosquées, des centres médicaux gratuitement. Ça, c'est une petite partie de leur intervention. Les entreprises chinoises, derrière, sont extrêmement présentes. Et il n'y a pas de concurrence entre elles. C'est pas la France et l'Allemagne et l'Italie dont les entreprises concurrencent pour les marchés. Ce sont des entreprises qui viennent et qui s'installent. Et ce que je trouve, on peut dire, ça fait partie de la loi du marché, pourquoi pas. Mais la Chine arrive derrière avec un modèle. La Chine dit, on vous raconte depuis 50 ans, ce qu'on appelait le consensus de Washington, que la prospérité ne peut aller qu'avec la démocratie. Moi, je vous apporte la prospérité, elle ne dit pas sans démocratie, mais avec un modèle qui est différent et qui intéresse évidemment les autocrates existants ou en herbe, parce qu'elle a quand même un développement spectaculaire qu'elle met en avant comme une véritable épopée. Et qu'aurait dû ou qu'aurait pu faire l'Europe pour... Alors, contrecarrer cette offensive chinoise, si je peux utiliser je trouve que le voisinage sud, pour moi, depuis 20 ans, a été largement oublié. On a été très, très largement oublié. On avait quelque chose qui fonctionnait, qui s'appelait l'Europartenariat, créé en 1995 à Barcelone. Et puis, quand la politique... Alors, il méritait, il devait être rénové, développé, amélioré. Enfin, il y avait bien des choses à faire. Et quand la politique de voisinage a été inventée pour l'Est, nos États membres du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, attention, mais il faut aussi l'étendre au Sud. Donc on a étendu aux pays du Sud
une politique de voisinage faite pour l'Est, de façon globale, sans mesurer les différences culturelles, les différences d'environnement, différences entre pays. Et ça n'a pas marché. Sarkozy est arrivé avec l'Union pour la Méditerranée sans moyens financiers, sans véritable plan de développement. Et face à ce qu'on a appelé les printemps arabes, Bruxelles a été pris de court, comme tout le monde d'ailleurs, a immédiatement fait une communication qui contenait pas grand-chose, et de fil en aiguille, on a raté quelque chose. Jacques Delors, à l'époque où il était président de la Commission, plaidait pour avoir un véritable partenariat avec la Méditerranée. Pas seulement le commerce, mais un véritable plan de développement de partenariat. Ça n'a jamais été fait. Et je crois qu'on a raté quelque chose. On parle de la politique de voisinage de l'Union européenne et de son élargissement aujourd'hui sur Euradio avec l'auteur du livre « L'Europe dépendante, otage et proie », Pierre Mirel. Je rappelle que vous êtes conseiller au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Alors on n'a pas parlé de ce terme d'otage, celui que vous donnez à l'Europe envers la Russie. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'otage qui est quand même assez fort? On est complètement otage sur l'Ukraine. Il y a maintenant des négociations d'adhésion qui sont ouvertes avec l'Ukraine. Bon, l'adhésion de l'Ukraine sera compliquée, difficile, pour des raisons budgétaires, agricoles, etc. Mais le point principal pour moi, il n'est pas là. Il est dans les frontières. Frontières communes avec la Russie, qui sont disputées, parties occupées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le traité de l'Union européenne comprend un article 42.7. Qu'est-ce qu'il dit? Un peu comme l'article 5 de l'OTAN. Si un État membre est attaqué, tous les autres doivent lui porter assistance. Très bien. Alors imaginons l'Ukraine devenue membre de l'Union, après un cessez-le-feu avec la Russie, et la Russie réattaque. Elle réattaque non plus seulement l'Ukraine, elle réattaque un État membre de l'Union. Et on fait quoi? On n'a pas de défense européenne. C'est là où je dis qu'on est otage. Parce que soit on dit qu'il faut attendre la négociation d'un accord de frontière avec la Russie, on est donc otage. Ou on dit on ne peut pas intégrer l'Ukraine parce qu'on n'a pas d'accord de frontière, on est otage. Mais on est otage aussi sur l'Arménie, par exemple. L'Arménie souhaite se rapprocher de l'Union européenne. Dès l'instant où elle lève pas le petit doigt, mais le micro pour dire, voilà, on voudrait se rapprocher, Moscou dit, oh, mais attendez, vous dépendez de nous commercialement, vous dépendez de nous pour le gaz, qu'on vous vend à tarif préférentiel, vous dépendez de nous pour plus d'1 million de vos travailleurs qui sont chez nous, donc il faut choisir. On est otage de la Russie, partiellement, en Serbie, où il y a une influence assez forte, en Bosnie-Herzégovine. Mais même si c'est indirect, en Égypte et en Algérie, où la Russie a repris pied elle a quasiment un monopole de fourniture d'armement, et en Égypte où elle construit une centrale nucléaire. Mais justement, pour revenir sur les pays que vous avez cités, l'Ukraine, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, est-ce que justement ce n'est pas en accélérant, mais en tout cas en poursuivant le processus d'intégration, d'élargissement, qu'on peut se libérer en quelque sorte de ce statut d'otage de la Russie? Tout à fait, absolument. Je pense ce qui va commencer à se faire avec le Monténégro. Si le Monténégro poursuit sa bonne préparation jusqu'à maintenant pour adhérer, tout le monde le dit, tout le monde le souhaite. Je pense que dans les quelques années qui viennent, ça devrait se faire. Effectivement, c'est un mouvement qui devrait se poursuivre vers les autres Balkans. Parce que le grand problème des Balkans aujourd'hui, bien sûr, il y a ces interférences turques, russes, chinoises, mais surtout, il y a une chute démographique incroyable due à la migration et une chute de fertilité. Parmi les plus importants au monde. Hein. Et donc, si on combine les deux, ce sont des villages entiers qui sont vidés. Or, moi, je prétends que des pays où il y a une chute énorme de la démographie sont des pays affaiblis. Et c'est là où les interférences extérieures peuvent jouer sur des populations diminuées, affaiblies. Et donc, on a intérêt, oui, absolument, à renouveler l'engagement de les intégrer dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'Albanie et le Monténégro, qui sont les deux pays les plus avancés, hein, c'est ce que dit la Commission européenne. Pourquoi eux particulièrement ? Parce qu'il y a eu la volonté des deux côtés. En fait, c'est une question de volonté de faire les réformes. Quelle que soit la conditionnalité, si les partenaires, si les élites, disons, des pays concernés ne font pas l'effort, ne le souhaitent pas, ça n'avance pas. En Albanie, Edi Rama, même s'il est aujourd'hui contesté dans la rue pour des raisons liées à des investissements d'environnement, mais en tout cas en ce qui concerne l'adhésion à l'Union, a fait une réforme énorme que personne d'autre, à ma connaissance, n'a engagée, c'est la réforme de la magistrature.
où les magistrats qui n'avaient rien à faire dans la magistrature, cooptés pour des raisons politiques ou corruption ou autre, ont été éliminés. Et c'est un processus vraiment remarquable, au point que l'organisme anticorruption qui existe aujourd'hui en Albanie a mis maintenant derrière les barreaux d'anciens ministres, maires de communes, etc. Et peut-être qu'Edi Rama commence à en avoir peur d'ailleurs, je ne sais pas. Ces réformes qui sont faites en Albanie au Monténégro, c'est pour ça qu'à l'inverse, la Serbie, elle, son adhésion semble très très lointaine, avec en plus l'influence russe que vous avez évoquée tout à l'heure. L'influence russe et l'influence économique chinoise. Absolument, non, c'est le trajet inverse que la Serbie a parcouru en disons quelques années, une dizaine d'années, où il n'y a pas de réforme de la justice. Enfin, la justice est aux mains du pouvoir, une corruption très, très, très large, et puis un contrôle des médias. Ce qui est finalement, pour moi, quelque chose d'encore plus grave, parce que s'il n'y a plus de médias pour dénoncer, justement, ce sont les étudiants qui dénoncent dans la rue aujourd'hui en Serbie. C'est le mouvement inverse. Mais moi, j'en arrive à penser que, avec des pays comme la Serbie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine, on doit sortir des schémas traditionnels. Et on doit peut-être avancer vers une sorte de nouvelle politique de voisinage ou d'élargissement, où, donnant, vous faites telle et telle réforme, vous aurez ceci ou cela. Donc presque du transactionnel, comme dirait M. Trump. Une sorte d'adhésion graduelle à l'Union européenne. Vous êtes favorable à ça ? Alors, je suis un des premiers initiateurs en 2018. Un article sur cette question. Non, absolument. Parce que l'adhésion classique aujourd'hui, selon les critères et selon les processus, c'est de faire des réformes pendant des années sans être sûr de l'horizon auquel on arrive. Comment des hommes politiques dans les différents pays peuvent faire des réformes souvent douloureuses, coûteuses politiquement, alors que l'horizon de l'adhésion est incertain et lointain. Par contre, une adhésion graduelle, où on a une feuille de route, et étape par étape, réforme par réforme, on avance, avec participation à certains organes ou les organes qui gèrent les politiques de l'Union. Moi, ça me semble la meilleure formule. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de rester dans une sorte de sas d'attente, de salle d'attente avant une vraie adhésion ? Peut-être, mais au moins si, par exemple, un pays entre dans le marché intérieur, on l'aura au moins accroché économiquement très très fort. Et donc on réduit les risques qu'il n'aille voir ailleurs d'un point de vue économique tout au moins. Et moi je crois beaucoup à l'effet d'entraînement. Une fois qu'un pays serait par exemple dans le marché intérieur, et si son voisin avance vers d'autres politiques, je crois à la concurrence entre les pays pour y parvenir. Et d'ailleurs il y a quelque temps le chancelier allemand lui-même, Friedrich Merz, a lancé l'idée d'une adhésion de l'Ukraine comme membre associé. Ça rejoint ce que vous dites sur le fait qu'il y a une première étape avant une adhésion pleine et entière. C'est ça, oui, mais surtout avec l'Ukraine, effectivement, d'avoir... de toute façon, il faudra des périodes transitoires extrêmement longues. Ça vous paraît essentiel de faire ça avec l'Ukraine en particulier ? Absolument. Plus encore qu'avec les autres pays. C'est indispensable. Pourquoi ? Parce que les difficultés économiques, budgétaires, la corruption en Ukraine, tout de même, l'Ukraine fait des efforts, mais enfin tous les 6 mois, on constate que tel vice-premier ministre est limogé parce qu'il était à la tête d'un réseau de corruption. Donc et avec les sommes qui sont déversées sur l'Ukraine dans le cadre de la guerre avec la Russie, le risque est encore plus grand. Donc je crois que ça va être assez difficile. Donc faisons-le de façon graduelle. Telle réforme importante, on avance. Sinon, on reste statu quo. Et surtout, cette question qui, pour moi, me préoccupe, c'est la question des frontières. Moi, je considère, quand je dis ça, on me dit « tu es un homme de Moscou ». Je considère qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion stable et sûre de l'Ukraine sans un accord avec la Russie sur les frontières. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, absolument, pour des raisons de sécurité, pas pour des raisons politiques, bien sûr. Dans le livre, on le rappelle, vous vous intéressez donc aussi à ces voisinages du Sud, notamment le Maghreb. Vous l'avez déjà abordé un petit peu, mais rapidement, quelle relation l'Union européenne doit dans le futur avoir avec ces pays-là ? Alors d'abord, je voudrais souligner un point important, c'est que l'Union est totalement absente de toutes les crises. L'Union n'a pas la voix au chapitre. Notamment Libye, Syrie. Sur Israël Liban, et Gaza aussi, vous en parlez dans le livre. Et Israël-Gaza. Et là, c'est dramatique, parce que l'Union a un accord d'association extrêmement puissant qui va très loin avec Israël. Et Israël participe à la plupart des grands programmes de recherche de l'Union européenne. Or, sur Gaza,
grand silence. Et sur la Cisjordanie occupée, quelques remarques. Et je crois que l'Union européenne va payer très cher ce grand silence. Comment la Commission peut-elle se prévaloir des valeurs de l'Union dans des pays avec lesquels elle a des relations pour dire vous devez respecter ceci ou cela? On va lui dire mais vous d'abord. Et justement, un mot sur la gouvernance européenne. Elle doit changer selon vous pour justement s'adapter à ces nouvelles donnes et continuer son élargissement? Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que personne ne souhaite modifier les traités. Personne ne souhaite une nouvelle convention qui va changer fondamentalement. Donc ce qui pourrait être fait à minima, c'est dans le cadre du traité d'adhésion, par exemple, avec le Monténégro, d'avoir certaines modifications, notamment le droit de veto, de ne plus le laisser à un seul État, mais peut-être à 3 États. C'est une proposition d'Enrico Letta. D'autres aménagements de ce genre qui permettraient une plus grande flexibilité dans la gouvernance. Ça, c'est une possibilité. Mais à mon sens, on arrivera rapidement, dans quelques années, à constater qu'en matière stratégique, on ne pourra pas avancer à 27 sur une politique de défense. Et peut-être à ce moment-là, fera-t-il sortir, non pas sortir, mais créer à la Schengen, j'allais dire, par l'intergouvernemental, une union de la défense en dehors, que d'autres pourront rallier après, comme on l'a fait avec Schengen. Et à mon avis, ce sera plutôt le sens de l'aventure. Le sujet est vaste, en tout cas, et intéressant, et vous en parlez dans votre livre, Pierre Mirel, L'Europe dépendante, otage et proie, c'est sorti aux éditions L'Harmattan. Merci à vous d'être venu aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup pour votre invitation.